Ok, alors je me lance et je vous présente avec grand plaisir. Bon, déjà vous dire qu'on est très content d'avoir une session du séminaire sur la bande dessinée, les comics et les cultures populaires. Alors, Jean-Mathieu Méon, qui va nous présenter le premier exposé, est maître de conférence à l'Université de Lorraine en sciences de l'information et de la communication. Il est membre du CREM, donc le centre de recherche sur les médiations de son université, donc une des équipes, je pense, de sciences de l'information et de la communication parmi les plus en vue en France et certainement dans les domaines qui nous intéressent. C'est un spécialiste de bande dessinée, de romans graphiques et en particulier de la patrimonialisation de ces formes d'art livresque et adressée à un large public. Ça faisait longtemps que personnellement, je souhaitais qu'il puisse intervenir dans le cadre de patrimonialité, notamment parce qu'il a travaillé sur pas mal de formes diversifiées de patrimonialisation des types de production auxquels il s'intéresse, que ce soit à travers des démarches éditoriales comme les anthologies ou à travers la forme de l'exposition. Je le disais il y a un instant avant le début de l'enregistrement, puisqu'on parle parfois avant le début de l'enregistrement. Il publie également régulièrement dans The Conversation, qui est une revue, une plateforme de vulgarisation, ou du moins destinée à un plus large public que celui des seuls cercles académiques, et avec tout récemment un article intitulé « Comment Spider-Man est devenu un objet patrimonial ». Et il va nous parler aujourd'hui du traitement d'un patrimoine éditorial qui constitue un blockbuster de la production de comics et autres produits dérivés ou premiers états-uniens. C'est une question liée à une marque, à savoir Marvel. Jean-Mathieu, à toi de jouer et tu peux nous envoyer ton spectaculaire PowerPoint. Ouais, très coloré. Ouais. Merci David. Alors avant de commencer, d'abord, merci pour la présentation à l'instant, mais plus généralement, merci pour les organisatrices et organisateurs du séminaire, là, pour l'invitation d'aujourd'hui, mais aussi pour les séances passées, hein, parce que j'ai suivi le séminaire avec intérêt les séances précédentes, et à chaque fois, ça m'a été utile et c'était instructif, et je suis bien content de pouvoir être là aujourd'hui et d'avoir assisté à ce qui a eu lieu avant et à ce qui aura lieu dans les prochaines séances, comme ça a été rappelé encore juste il y a quelques minutes. Donc, alors, en effet, hein, je vais parler de la présentation, elle va toucher à la bande dessinée. En tout cas, une partie spécifique de cette production, la partie de la bande dessinée qui touche aux super-héros et publiée aux États-Unis. Donc, les bandes dessinées de super-héros qui sont publiées aux États-Unis sous cette forme, qui existe comme ça depuis la fin des années 30. Mon propos, c'est de présenter une forme particulière de patrimonialisation, saisie à partir des pratiques d'un éditeur, des pratiques de réédition chez un éditeur, l'éditeur américain Marvel, dont les super-héros sont bien connus, ne serait-ce que par leur omniprésence cinématographique depuis une douzaine d'années. Et là, on en a quelques exemples sous les yeux. Alors, l'idée, là, c'est de montrer comment cette patrimonialisation chez Marvel est traversée de logiques narratives. C'est-à-dire que c'est le récit qui est développé à travers l'ensemble des comics Marvel qui contribue à déterminer ce qui mérite d'être valorisé et réédité. Et on verra comment ce récit n'existe pas dans le vide, mais il est inséparable de logique éditoriale et plus largement industrielle. Alors, ces logiques-là, narratives, elles s'observent dans les pratiques de réédition que je vais discuter aujourd'hui, mais chez Marvel, on pourrait les retrouver chez des éditeurs équivalents, hein, son grand concurrent DC Comics, qui est l'éditeur de Superman, Batman, par exemple. Mais ça se retrouve aussi dans d'autres pratiques, par exemple dans le marché de l'occasion, des anciens numéros, ou le marché des planches originales. Donc, David, juste avant, tu évoquais l'article que j'ai récemment, enfin le court article, hein, j'ai récemment publié sur The Conversation, sur la vente record d'une planche de Spider-Man. Alors, le titre n'est pas exactement de moi, hein, ça c'est le site qui l'a formulé en ces termes-là, mais c'est pas grave, je n'ai pas le temps de développer l'exemple là, mais ça renvoie vraiment à des choses très similaires à ce que je vais raconter maintenant sur les rééditions. Donc voilà, ces logiques narratives, on les retrouve dans pas mal de déclinaisons autour de l'univers des comics de super-héros. Alors, avant de rentrer plus dans le détail, en introduction, je voudrais faire quelques remarques préalables sur la patrimonialisation et la réédition.
Alors, la patrimonialisation, sans grande originalité ou sans surprise, hein, je m'appuie de manière peut-être un peu souple ou élargie, mais sur l'approche de Jean Davallon pour définir la patrimonialisation comme un processus qui vise à donner dans le présent une valeur particulière à des objets du passé. Donc, c'est un processus sélectif, hein, tout n'est pas patrimonialisé, rétrospectif, qui part du présent vers le passé, et qui s'appuie sur un savoir spécifique, notamment un savoir historique hein, chez Davallon, pour ces différentes opérations, ces différents gestes, pour reprendre les termes de Davallon lui-même. Alors, tout ça, on le retrouve bien là, des caractéristiques de la réédition, qui est sélective, rétrospective, et qui c'est à partir de considérations et de savoirs contemporains. Mais alors, ce que je voudrais dire, d'abord, c'est là, en introduction, c'est que patrimonialisation et réédition ne sont quand même pas des phénomènes réductibles l'un à l'autre, ne serait-ce que dans leur finalité. Hein. La réédition, c'est une évidence, hein, mais elle n'a pas que des finalités patrimoniales, si tant est qu'elle en est, elle n'en a pas toujours. Hein. Et c'est aussi évidemment une pratique commerciale, et je vais y revenir en détail dans ma présentation. En plus, autre remarque, c'est que la réédition en bande dessinée, alors comme pour d'autres formes imprimées ou qui dépendent d'un support physique, c'est pas forcément la réédition, c'est pas une opération neutre. C'est pas une simple opération de représentation d'une œuvre, hein, de la remettre en circulation. C'est aussi une forme de recréation de cette œuvre en lui donnant une nouvelle matérialité éditoriale qui n'est pas forcément identique à sa matérialité originelle. Ça, je n'aurai pas forcément le temps d'en discuter là, mais c'est très présent dans toutes les rééditions que je vais évoquer là. Donc, patrimonialisation et réédition se rejoignent, mais sans se confondre. Et j'aborde ici que la façon dont la réédition participe de la patrimonialisation. Si j'en viens à Marvel, le comics Marvel, là aussi quelques remarques préalables sur la réédition chez Marvel. Parce que si on regarde la façon dont cet éditeur fonctionne depuis plusieurs décennies, on voit que la réédition, ce n'est pas un phénomène homogène chez Marvel. Elle n'est pas univoque dans ses finalités, je vais en dire un mot, et elle n'est pas non plus stable dans le temps. Alors, j'ai le temps d'aborder ça très rapidement, mais si on regarde les finalités de la réédition chez Marvel, on voit qu'elles sont multiples. Bon, de manière très classique, comme je disais juste avant, l'idée, c'est bien sûr d'exploiter un fonds, hein, qui, pour l'essentiel, est d'abord paru sur des supports très éphémères, très périssables. L'essentiel de la production Marvel, jusqu'à nos jours, hein, elle paraît dans des comic books, c'est-à-dire des périodiques qui sont en vente pendant un temps restreint et qui ne sont pas forcément produits sur des supports qui perdurent à travers le temps. Donc, ça, c'est évidemment la première des logiques. Mais si on regarde un peu comment ça s'est passé, on voit que la réédition, c'est aussi une façon pour Marvel d'explorer de nouveaux marchés avant de proposer des produits nouveaux ou inédits. Et notamment, c'est une façon de se tourner vers les librairies généralistes et vers les bibliothèques. On peut dire des livres plutôt que des magazines, des comics. Et donc, les premières éditions Marvel, notamment anthologiques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, elles ont aussi été des ballons d'essai éditoriaux, des ballons d'essai pour de nouvelles stratégies éditoriales. C'est aussi dans ce cadre-là qu'il faut les interpréter. Et à travers tout ça, il y a toujours un enjeu publicitaire aussi pour Marvel, qui renvoie à une construction d'image à travers ses rééditions. Donc, consolider sa propre mythologie d'éditeur, en faisant les comics de super-héros comme nouveaux classiques. Et aussi, une logique publicitaire qui vise, et ça je vais le développer, à valoriser et à donner accès à la production actuelle de l'éditeur. Il réédite des comics qui font écho à des comics qui sont encore produits par ailleurs. Donc, il n'y a pas qu'une seule finalité à la réédition chez Marvel, comme partout ailleurs, mais voilà, ça méritait d'être souligné. L'autre aspect, c'est l'absence de stabilité dans le temps. Si on regarde les rééditions chez Marvel depuis les années 60, il y a pas mal de variations dans les supports. Hein. Ces rééditions, elles ont pu être faites sous forme de comic books, donc on réédite des comics sous forme de comics, mais aussi dans des livres de différentes tailles, de différents formats, livres de poche, comme le petit Fantastic Four là, qui apparaît au milieu, dans les années 60, ou des albums plus épais, plus grands, jusqu'à nos jours. Et bien sûr, à ça, il y a aussi des rééditions numériques, parce que de nos jours, la quasi-intégralité de leur catalogue est disponible en format numérique, sur différentes plateformes. À travers ces différents supports, il y a aussi plusieurs régimes de réédition, c'est-à-dire qu'il y a des rééditions qui sont à l'identique. On réédite une série de comics sous la forme d'une série de comics, mais si on la réédite sous forme de livre, ça va amener
à des best-of, au contenu un peu indéterminé, ce qui était plutôt le cas au départ, ou bien des anthologies un peu plus construites, plus structurées, comme celle que je vais présenter. Alors, dans ces anthologies, il y en a certaines, mais qui sont marginales, qui ont pu être structurées autour des auteurs ou autour d'un découpage historique, mais globalement, c'est plutôt minoritaire, et donc j'en parlerai pas là, même si on pourra y revenir. La réédition la plus systématique de nos jours, ou la plus répandue de nos jours, pardon, c'est une réédition systématique et exhaustive des séries, selon un principe assez classique de pré-publication, republication. Donc, on publie des épisodes qu'après on regroupe sous forme d'albums de plus gros volumes, et ça, c'est fait de manière quasi systématique pour la plupart des séries Marvel de nos jours. En tout cas, voilà, ce n'est pas du tout un ensemble homogène, c'est un ensemble de rééditions chez Marvel. Alors, compte tenu de ces remarques, mon corpus ici, il est nécessairement restreint, il ne sera pas exhaustif. Et l'idée, ce n'est pas de rentrer dans les détails de cette diversité de rééditions, mais simplement de pointer une logique qui perdure, logique narrative, et qu'on retrouve depuis les origines jusqu'à nos jours, depuis les origines de ces rééditions jusqu'à nos jours. Alors moi, je m'appuierai sur deux types de publications. D'abord, les premières anthologies, les premiers ouvrages en fait publiés par Marvel, qui sont les anthologies, en collaboration avec un autre éditeur qui s'appelait Fireside, entre 1974 et 1979. Et là, il y avait 10 volumes qui étaient parus, je vais y revenir. Et à côté de ça, de manière plus contemporaine, pour montrer comment ça perdure, on va avoir des rééditions contemporaines qui sont plutôt des rééditions d'entrée de gamme, plutôt à bon marché, sous forme assez proche des périodiques, sous forme de comics ou un tout petit peu plus épais. Et là, je considérais 3 collections, 3 gammes. La gamme True Believers, qui a eu plus de 300 numéros entre 2015 et 2022, donc c'est quand même pas mal de numéros qui ont été publiés. Des albums un tout petit peu plus épais qui s'appellent Marvel Tales. Là, c'est celui du milieu, même si le nom n'apparaît pas dessus. Il y a une 60aine de titres depuis 2019 et une gamme Marvelverse, ou une 20aine de titres depuis 2019. Donc ça fait quand même plusieurs centaines de numéros là, qui sont à considérer pour la période contemporaine. À côté de ça, j'évoquerai à une ou deux reprises un ouvrage qui n'est pas un ouvrage de réédition. C'est publié chez un éditeur documentaire, DK ou DK, d'origine britannique en 2020, qui s'appelle Marvel Greatest Comics. Et en fait, ce n'est pas une réédition, c'est une sélection commentée des 100 meilleurs comics de l'éditeur, des 100 comics les plus grands ou les plus importants. J'y reviendrai tout à l'heure, notamment sur un aspect particulier. Parce que ça permet tout à fait de confirmer ou de prolonger ce que je raconte sur les deux autres corpus évoqués. Alors, à partir de là, mon propos s'organisera en 3 temps, autour de 3 séries d'arguments. D'abord, je vais essayer de caractériser les logiques particulières du patrimoine que dessine la réédition chez Marvel, et on verra comment l'accent est mis sur le récit, sur ce que les professionnels et les fans appellent la continuité. Puis, j'évoquerai comment cette prime donnée au récit donne un caractère malléable au patrimoine, en raison du contexte de production de ce récit, qu'est la continuité. Et enfin, je pointerai ce que cette approche du patrimoine laisse de côté, finalement. Donc, j'en viens à ma première partie, qui essaie de caractériser le patrimoine produit par Marvel à travers ses rééditions, et en commençant par les premières anthologies des années 70, dont là, on a la couverture du tout premier volume. Donc ça, c'est le volume de 74, quand Marvel commence à publier sa série d'anthologies. Donc c'est des livres, ce n'est pas des périodiques, ce n'est pas des comics, c'est des livres assez épais qui font entre 130 et 150 pages. Ça veut dire qu'ils rééditent entre 6 et 10 épisodes, 6 et 10 comics déjà publiés par Marvel. Et c'est des ouvrages plutôt haut de gamme. Selon les éditions souples cartonnées, c'est entre 24 et 40 fois le prix d'un comics ordinaire à l'époque. Donc ce n'est pas le même marché qui est visé que celui des comics ordinaires. Et pour Marvel, c'est un moment clé parce que justement, c'était une tentative d'incursion comme ça en dehors des périodiques et en direction des librairies. Alors, le contenu, c'est vraiment des épisodes déjà publiés qui sont repris sous forme de volume, mais accompagnés de textes, des textes inédits, signés du scénariste et rédacteur en chef, Stan Lee, qui est l'homme fort et l'acteur principal, en tout cas en vitrine, mais même à l'intérieur de chez Marvel, à cette époque-là. Et donc, la première de ces anthologies, elle s'appelle Origins of Marvel Comics, et elle établit un modèle qui sera repris par les volumes suivants. Alors, le titre, là, il faut y être attentif et bien comprendre de 2 manières ce mot « origins ».
Et donc les origines, là, d'une part, l'ouvrage, il entend présenter les origines de la création des principaux personnages de l'éditeur. Et c'est pour ça qu'on voit les mains de Stan Lee qui tapent à la machine à écrire pour dire comment est-ce qu'il a inventé tous ces personnages, hein, Fantastic Four, Spider-Man, Hulk, Thor, etc. Et Stan Lee raconte, dans les textes intercalés entre les épisodes, de manière plus ou moins romancée, hein, plus ou moins fantaisiste, il raconte la façon dont lui et ses co-auteurs ont imaginé les personnages et leur ont donné forme. Donc là, c'est une espèce de genèse créative qui est donnée à voir. Et c'est complété, en tout cas pour les 2 premiers volumes, par l'ajout d'un second épisode pour chacune des séries considérées, pour montrer un peu l'évolution narrative et stylistique de la série. Donc on a un épisode de Spider-Man du début, enfin le premier, puis un second quelques années après. Donc ça a été abandonné pour les volumes suivants. Donc on voit que ce n'est pas là que l'enjeu principal se trouvait. C'est l'aspect du 2e épisode pour montrer l'évolution. L'aspect central et principal de ces anthologies, c'est plutôt lié au 2e sens du mot Origins. Et là, le terme origine, il renvoie très directement au contenu en fait, des épisodes sélectionnés, puisque les épisodes qui sont sélectionnés dans ces anthologies, c'est avant tout les premiers épisodes des personnages ou des séries retenues, et qui, dans leur grande majorité, présentent ce qu'on appelle dans les super-héros leur origine, les personnages, c'est-à-dire comment ils ont acquis leur pouvoir, comment et pourquoi ils ont commencé leur carrière de super-héros. Et toute la gamme là, de ces anthologies vont décliner le principe de sélection, d'abord pour les personnages principaux, puis pour les adversaires principaux, les bad guys là, qui apparaissent au milieu, pour les personnages féminins, qui à l'époque n'étaient pas trop principaux, mais plutôt secondaires. D'abord, et puis pour les adversaires principaux. Attention, là il y a de l'écho. C'est bon? Ouais, ça a été coupé. Ouais. Tu peux y aller. Donc le principe il est décliné comme ça avec les différents personnages. Et une fois que les origines principales ont été épuisées, les volumes se tournent vers des moments clés. La création des équipes, l'équipe des Avengers, là, que tout le monde connaît par le cinéma, ou des X-Men, des affrontements importants entre personnages, des événements importants de leur histoire. Donc c'est vraiment ça qui structure ces anthologies, origines et moments clés. Alors ces anthologies là, de chez Marvel, elles sont rapprochées d'autres types d'initiatives éditoriales qui leur sont à peu près contemporaines, qui sont issues du monde des fans du comics, puis reprises par les éditeurs professionnels eux-mêmes. Alors, j'en donne 2 exemples. C'est les index et les encyclopédies, c'est-à-dire des publications qui vont présenter des informations éditoriales et narratives et qui vont être publiées comme ça, qu'on retrouve jusqu'à nos jours, hein, depuis les années 70. Alors, les index, comme on en a à gauche pour Spider-Man, ça peut physiquement de loin ressembler à un comics, mais l'intérieur n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas des bandes dessinées, hein. C'est bien des listings qui établissent précisément le contenu des comics, des numéros du magazine, qui listent les auteurs, mais qui passent aussi beaucoup de temps et qui font un gros travail d'indexation en la matière, à lister les personnages qui apparaissent dans tel épisode, y compris les personnages secondaires, et les événements clés qui s'y déroulent. Donc on a vraiment une indexation des récits, en fait, hein, et des histoires qui sont présentées par les comics. En complément de ça, on va avoir des encyclopédies qui présentent sous forme de fiches illustrées. Elles sont essentiellement textuelles, mais il y a toujours une grande image quand même du personnage, ou du lieu ou d'objet présenté. Donc des fiches illustrées qui vont rappeler justement les 2 grandes rubriques, c'est origine et pouvoir des personnages, avec en plus quelques éléments d'état civil, hein, leur vrai nom, leur taille, la couleur de leurs yeux, leur poids, etc. Alors, ces fiches, elles reprennent et elles synthétisent en fait les informations qui sont données ou qui ont été données au fil des épisodes déjà publiés. Donc, c'est une espèce de synthèse résumée des informations éparpillées à travers les épisodes autour de tel ou tel personnage. Alors, ce qui unit ces différentes initiatives, là, les rééditions sous forme anthologique ou les index et encyclopédies, c'est la référence commune à ce que, comme je disais tout à l'heure, les fans comme les professionnels appellent la continuité. Et la continuité, dans ce cadre, elle peut être définie comme la cohérence intertextuelle, hein, d'un magazine à un autre, d'un épisode à un autre, synchronique et diachronique, à un moment donné ou à travers le temps de l'éditeur, que respectent les récits d'un même éditeur, de Marvel, dans leur représentation des personnages, des événements, de la chronologie et de l'espace, et ce, quels qu'en soient les auteurs. Donc c'est ce qui dessine
les univers partagés ou étendus, ou les constellations fictionnelles, hein, pour utiliser des termes qui sont discutés par Anne Besson, qui sont des univers comme ça faits de croisements et d'absorption, et qui sont centraux dans ce type de production, généralement lié à un régime sériel, hein, comme l'a analysé par ailleurs Mathieu Le Tourneux. Donc là, on a des personnages qui se croisent de série en série. Là, on voit Spider-Man dans son premier épisode, il croise les Fantastic Four. Leurs aventures se répondent et se prolongent les unes les autres. Et concrètement, ce que nous dit l'éditeur à travers ça, cette stratégie-là, c'est que la plupart des comics Marvel, en tout cas ceux de super-héros, sont censés contribuer à un même méta-récit partagé et continu depuis les années 60. Tout ça, ça s'accumule et ça prolonge constamment le même récit. Et dans cette perspective-là, la sélection des récits à rééditer par l'éditeur, elle est vraiment structurée par l'importance diégétique des récits, par leur importance au regard de cette continuité que je viens de rapidement présenter. Donc, en ce sens, la réédition, c'est un moyen aussi de rendre accessibles les nouvelles productions de l'éditeur, dont le contenu narratif est directement inscrit dans cette continuité, dans le prolongement de tous ces autres épisodes déjà publiés. Et les nouveaux épisodes, ils sont parfois difficiles à suivre si on ne maîtrise pas cette continuité. Pour le dire autrement, hein, la réédition, elle vise à assurer les conditions de félicité de la réception. C'est permettre, assurer l'intelligibilité d'un épisode, si on n'a pas lu les précédents, éviter la péremption qui résulterait de la coupure avec le cadre sériel. Hein. Finalement, un épisode sans ce contexte-là, il ne dit pas grand-chose. Et donc, finalement, aussi contribuer à l'efficacité narrative de ces épisodes. Un épisode de 20 pages, on lui donne tout de suite plus d'épaisseur et de profondeur si on le raccroche à tout cet ensemble-là que rappelle et que rend accessible la réédition. Donc la patrimonialisation, là, elle se situe entre le musée, qui garde les traces d'un passé valorisé, le catalogue, c'est une présentation de la gamme Marvel, et très directement les clés d'accès à la production. Ce qu'il faut connaître pour comprendre et apprécier la production passée et à venir. Et juste pour illustrer ça, je vous montre la 4e de couverture d'une anthologie qui part juste après celle que j'ai montrée tout à l'heure, date de 81, il y a eu 4 volumes là. Ce qu'on nous dit bien en 4e de couverture, c'est comment on va acquérir un grand savoir qui nous permettra d'épater nos amis et que ces ouvrages remarquables nous révèlent tout ce qu'il y a à savoir sur nos héros de bande dessinée favoris. Donc il y a vraiment un enjeu là de connaissances à maîtriser, connaissances diégétiques, hein, à maîtriser à travers la réédition. Alors pour donner un exemple plus contemporain et montrer comment ça se retrouve d'une manière similaire, c'est la gamme True Believers que j'évoquais tout à l'heure, 300 numéros entre 2015 et 2020, qui est une gamme beaucoup moins luxueuse. Hein. C'est des comic books, 32 pages, souples. C'est des numéros, des one-shot, hein, un seul numéro. Bon marché, c'est $1 au lieu de 3-4 $ pour un comics normal. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche commerciale que ce que j'ai présenté à l'instant. Mais c'est bien une logique similaire qui est centrée sur le rappel d'épisodes clés liés à la continuité dans sa forme éditoriale présente. Donc, c'est des rappels qui sont liés au développement contemporain de cette continuité. Alors là, on a des rappels qui sont faits là, dans cette gamme plutôt sur des personnages secondaires ou des événements plus ponctuels, mais qui sont en lien avec l'actualité diégétique du moment. Ça fonctionne un peu comme un teaser, hein, donner envie de découvrir les séries qui paraissent, et comme un récap, comme pour utiliser un terme par exemple de série télé, pour rappeler les points saillants. Alors l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est un numéro de 1968, réédité en 2021. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a un grand événement éditorial chez Marvel qui s'appelle King in Black, qui, autour d'un ennemi de Spider-Man, rassemble des dizaines de numéros sur des dizaines de séries. Et dans toute cette masse d'épisodes reliés par une même intrigue, il y a un épisode lié au Black Knight, au personnage qui est apparu dans ce numéro de 68. Donc, à l'occasion de ce crossover, hop, on réédite sa première apparition, son origine, dans la gamme True Believers. Donc, on y est, on réédite sous forme de facsimilé, je pourrais revenir sur celui-là, un des ancêtres de ce super-héros. Et pour être bien complet, on fait un handbook, un guide, une encyclopédie, qui présente les fiches des différents personnages, Black Knight, hein, qui sont liés à ce crossover. Donc on a bien là l'ensemble de la démarche, hein, des logiques narratives qui structurent la réédition et ses différentes formes d'accompagnement
autour de la gamme True Believers, à l'occasion d'un crossover particulier, Clean in Black, là, en 2020-2021. Alors, les critères que j'ai pointés, on les retrouve de manière assez explicite dans l'ouvrage que j'ai évoqué tout à l'heure, Marvel Greatest Comics, de 2020. Dans l'intro, les auteurs, qui sont pour certains directement liés à Marvel, parce qu'ils ont été scénaristes ou responsables éditoriaux chez Marvel, les auteurs expliquent pourquoi ils ont choisi 100 comics clés pour parler de Marvel. Alors, je n'ai pas mis toute la citation, mais ils nous disent, de toute évidence, ces comics doivent être attrayants, bien réalisés, visuellement frappants, mais ce n'est tout simplement pas suffisant. Donc, il ne suffit pas que ce soit des bons comics. Pour laisser leur empreinte, ces épisodes ou ces moments charnières dans des récits au long cours doivent aussi être significatifs, marquant des événements cruciaux qui ont changé l'histoire de Marvel. Début clé, mort, triomphe et défaite. Et ils ajoutent, ces histoires peuvent aussi servir à mettre un coup de projecteur sur un créateur ou une équipe créative, et ça, c'est une question presque secondaire. Donc là, les critères de sélection, comme ceux de la réédition, ils ne sont pas univoques, mais c'est bien les critères narratifs, donc des événements cruciaux qui ont changé l'histoire de Marvel, c'est-à-dire l'histoire racontée par Marvel, c'est bien ces critères narratifs qui sont les plus importants. Et la sélection du bouquin, là, le confirme, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais sur les 100 comics, il y en a plus de la moitié qui sont consacrés à des origines ou à des décès de personnages. Donc tout ça, mais toutes ces remarques faites à partir de ces différents éléments empiriques m'amènent à parler d'un patrimoine narratif. Ce qui est établi à travers la réédition, là, c'est un patrimoine narratif. Et l'expression, je l'entends d'une double manière. D'une part, il s'agit de pointer que les logiques narratives de la patrimonialisation, ce qu'on réédite et ce qu'on valorise est déterminé par le récit, et en l'occurrence la continuité, le méta-récit de chez Marvel. Et d'autre part, en fait, le patrimoine, c'est vraiment le récit lui-même, plus que ses incarnations esthétiques et éditoriales. Et ça, je vais revenir sur ce point. Donc c'est dans ce sens-là qu'on emploie le terme de patrimoine narratif. Alors dans une seconde partie, la deuxième et troisième partie sont plus courtes que la première, respectez le temps. Dans une seconde partie, je veux discuter du caractère particulier de la continuité que j'ai évoqué un instant, qui sert de cadre de référence à la patrimonialisation. Parce que ça a une conséquence, ça donne un caractère malléable au patrimoine narratif que j'ai évoqué un instant. Il ne faut pas avoir une vision naïve de la continuité, il ne faut pas la couper de son contexte de production. Et là, il y a deux caractéristiques toujours à prendre en compte quand on réfléchit à la continuité. La première caractéristique, c'est que j'ai évoqué, c'est la cohérence intertextuelle, pardon. Mais la seconde caractéristique, c'est son caractère instrumental. La continuité, c'est un instrument créatif, c'est une source d'histoire, des nouvelles péripéties qui sont suscitées par le récit lui-même, mais c'est aussi un outil commercial. La continuité, c'est ce qui va permettre de fidéliser. Il faut tout lire parce que tout est lié. Et ça sera utilisé de manière suffisamment souple pour répondre à des enjeux industriels ou éditoriaux. Et ça, je vais l'illustrer. Donc, de ce caractère instrumental découlent deux conséquences principales, à mes yeux, là, en tout cas pour notre propos, que je vais développer. On verra comment ça se reflète dans les rééditions. Première conséquence, c'est que le récit de référence de la patrimonialisation, la continuité, se modifie. Alors, de manière un peu évidente, ça se modifie parce que le récit de référence n'est pas achevé. Il continue chaque mois à travers des dizaines d'épisodes qui sont publiés par Marvel, avec de nouveaux développements, de nouveaux personnages, de nouveaux moments clés. Donc, on a un univers qui est en expansion constante, qui repose sur une expansion constante de son récit de base. Mais aussi, de manière peut-être plus originale et moins linéaire, ce cadre de référence, la continuité, peut faire l'objet de modifications rétroactives. C'est ce que les fans comme donc c'est un terme indigène comme un terme académique, c'est ce qu'on appelle les retcons, les retroactive continuity. Ça a été étudié par exemple par William Proctor ou Andrew Friedenthal pour l'universitaire américain. Ça on voit de manière assez classique aussi à des nouveaux éclairages ou des révélations sur un personnage ou sur une situation connue. Je vais en donner un exemple tout de suite. Ou alors, on va changer un élément du passé avec une explication intradiégétique. Tel personnage n'est pas mort parce qu'en fait, c'était un extraterrestre qui se fait tuer à sa place, ou je ne sais pas quoi, ou parfois sans explication. Et là, c'est pour d'autres raisons que je n'ai pas le temps de développer. Je donne juste un exemple de ça. C'est
parce que je vais le détailler, c'est lié au premier exemple que j'ai donné. En 84, Marvel propose un nouveau costume pour Spider-Man, un costume noir, qui a avant tout un effet comme ça, visuel et graphique. Puis au bout de quelques temps, on va nous dire, en fait, ce costume, c'est un être vivant, c'est une espèce de parasite, de sangsue extraterrestre, et qui va se détacher de Spider-Man pour donner vie à un adversaire de Spider-Man à succès, qui va donner lieu à des dizaines ou des centaines même d'épisodes depuis. En 2021, on a ce grand crossover là où ce personnage issu du costume noir de Spider-Man menace en fait tout l'univers Marvel. Et là-dedans, il y a un épisode qui va être inédit, qui va être raconté. On lui dit, ah mais en fait, ce costume, cet extraterrestre, ce parasite était déjà apparu longtemps avant. Et on mobilise un épisode de 1980 qu'on requalifie. En 80, vous ne le saviez pas, mais le personnage noir avec des grands yeux blancs, c'est déjà ce parasite, mais qui apparaissait sous un autre nom. Et du coup, on a complètement réécrit l'histoire de l'éditeur, parce qu'en 80, personne n'avait en tête le costume noir de Spider-Man, personne n'avait en tête que ça puisse être un parasite extraterrestre, mais là, on nous le réintroduit dans cette histoire. Donc, on a une boucle comme ça, rétroactive, qui change le récit de référence et qui change aussi les épisodes qu'il faut avoir en tête si on veut connaître et comprendre ce qui se passe dans la production contemporaine. Donc, le récit de référence, il se modifie. Par ailleurs, ce récit de référence, deuxième conséquence du caractère instrumental, il est mis constamment au service de logique industrielle. L'enjeu pour Marvel, c'est d'exploiter son catalogue de personnages et ses déclinaisons de ses propriétés intellectuelles, sous forme de franchise ou autre. Et donc, la continuité, ce grand récit de référence, il sert aussi à introduire des nouveaux éléments qui permettent de lancer une nouvelle série, de remettre en avant tel ou tel personnage. Donc, ça sert à accompagner la politique éditoriale. Mais on dépasse les comics. Ce récit, il sert aussi à soutenir les stratégies transmédiatiques de l'éditeur. Par exemple, Black Panther, gros succès au cinéma, le personnage est remis en avant dans les récits, en couverture, et devient à nouveau un personnage important. Plus ponctuellement, il y a aussi des opérations liées à d'autres types d'exploitation commerciale. Par exemple, une logique vraiment publicitaire, où les comics sont faits pour vendre, faire la promotion explicite d'une gamme de jouets. Et là, le récit, la continuité, est orienté vers l'explication de pourquoi est-ce qu'il y aurait une deuxième figurine Spider-Man. Vous avez envie d'acheter une figurine Spider-Man en rouge et bleu, achetez-en une noire, et on vous explique pourquoi dans le comics, pourquoi il y a une deuxième figurine qui existe pour le même jouet. Donc là, on est bien dans des logiques industrielles, au sens d'industrie culturelle, qui visent la mise en place de synergies entre les différentes formes d'exploitation des personnages. Et la continuité, le cadre de référence de la patrimonisation, c'est un outil de ces synergies industrielles. Et ça se retrouve effectivement, la réédition, elle va refléter tout ce que j'ai évoqué à l'instant, elle va refléter l'actualité éditoriale. On lance un nouveau titre, on fait des rééditions autour, nouvelle série Fantastic Four, on fait des True Believers autour. Il y a un grand crossover, un event, donc un grand récit comme ça qui traverse toutes les séries. On réédite des épisodes qui éclairent tel ou tel personnage qui ressurgissent à cette occasion-là. Et bien sûr, il y a une articulation constante avec les déclinaisons audiovisuelles, telles qu'on les connaît au cinéma. Mais c'est présent dès le début. Dans les années 70, une des premières anthologies là, chez Fireside, elle est consacrée à Hulk, et sur la couverture, on nous dit bien que c'est une des stars de la télé, parce qu'il y a la série télé Hulk qui marche très fort à ce moment-là, qui a été lancée et qui marche très fort à ce moment-là. Mais ça existe encore aujourd'hui. Nouvelle série sur Disney+, WandaVision, on a une réédition chez Marvelverse qui nous présente des éléments clés, des comics clés autour de ces personnages, de la sorcière rouge, Wanda, et de son mari, robot, la Vision. Ça peut fonctionner aussi de manière un peu inverse. Il peut y avoir des disparitions d'éléments du récit de référence. Et là, je donne un exemple, mais il y en a d'autres. C'est dans les années entre 79 et 86, Marvel a fait une série autour d'un jouet, un robot d'espace qui s'appelle Rome, le chevalier de l'espace, qui va être complètement introduit dans ces séries normales. Donc il y a 80 épisodes, 75 épisodes qui sont publiés autour de ce personnage-là, et il apparaît dans d'autres séries. Il va rencontrer la chose, les 4 Fantastiques, les X-Men, etc. Mais Marvel a perdu les droits, ne peut plus utiliser ce personnage, et donc dans la continuité actuelle, on ne peut plus
Rome, et on ne peut pas rééditer non plus ces épisodes-là. Donc la continuité, elle est ajustée autour de ça. Il s'est passé un truc qui va être expliqué un tout petit peu différemment, et un personnage qu'on ne peut plus mentionner, et le récit de référence a changé. Et donc cet épisode, par exemple, là, que vous avez sous les yeux, il est plus réédité de nos jours, même s'il s'inscrit dans la continuité normalement originelle. Tout ça, ça nous permet de voir comment il y a une relation circulaire entre réédition et continuité. La continuité, c'est ce qui détermine les rééditions, mais en même temps, les rééditions, elles contribuent à stabiliser ou à lisser la continuité autour d'épisodes clés qui sont considérés comme clés parce qu'ils sont prototypiques. Voilà ce que c'est qu'un épisode de Spider-Man ou de Hulk, ou parce qu'ils sont stratégiques, qui correspondent à tel ou tel enjeu du moment. Et j'en viens à ma dernière partie pour voir ce que tout ça laisse de côté. Notre patrimoine narratif est malléable, il est aussi assez restrictif. Alors, d'abord, forcément, c'est un peu une évidence, mais c'est lié à ce que je disais juste avant. La patrimonialisation, là, elle est nécessairement circonscrite par le périmètre juridique de l'éditeur. Lorsque Marvel considère son patrimoine, écrit l'histoire de Marvel, en fait, l'histoire de l'histoire racontée par Marvel, c'est délimité par un périmètre juridique. Donc, on ne peut pas y introduire des personnages qui viennent d'ailleurs, Superman ou Batman, même si c'est arrivé qu'ils se rencontrent, et on ne peut plus introduire de personnages, même s'ils étaient très présents, qui sont liés par exemple à des jouets qui étaient à un moment sous licence Marvel. Donc on a un périmètre juridiquement restreint. Et ça, ce n'est pas forcément original, c'est vrai d'autres contextes. Mais dans ce périmètre juridiquement circonscrit, il y a au moins 2 points saillants liés à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a une mise à plat des évolutions historiques et stylistiques. Dans ces rééditions, dans toutes les rééditions que j'ai évoquées, il y a très peu d'éléments de contextualisation historique ou éditoriale. Au mieux, on nous dit c'est tiré de telle série et de tel numéro, bon, ça généralement c'est dit, mais on ne nous donne pas toujours la date. Et en tout cas, on nous rappelle presque jamais comment, dans quel contexte éditorial, historique, esthétique ça s'inscrit. D'ailleurs, toutes les périodes historiques se retrouvent mêlées, confondues dans un même tout narratif. Pour le crossover que j'évoquais tout à l'heure, la King in Black, il y a 10 numéros True Believers qui sont réédités, qui ont été publiés à l'origine entre 1966 et 1997, qu'on va repiocher comme ça dans le passé. En fait, on les présente comme des chapitres précédents et pas du tout comme des traces d'une histoire éditoriale. C'est voilà, tel chapitre, peu importe finalement dans quel ordre ou à quelle année ils ont été publiés. Et ce faisant, les styles et les registres narratifs, les styles graphiques, les registres narratifs sont confondus au sein d'une même continuité unificatrice. Alors, je donne juste un exemple visuel de ça. Une réédition autour de justement la Vision, là, le robot qui est dans la nouvelle série Disney+. On a un numéro qui nous réédite différents épisodes de 2011 et des années 70. Et on voit comment on est dans des dessins, des styles graphiques qui n'ont rien à voir. Un épisode qui est dessiné de manière numérique avec des couleurs et un trait numérique qui est juxtaposé avec un épisode fait au trait à la plume et à l'encre et aux couleurs sans nuance des années 70. Alors ça se complique encore parce que dans ce volume, on nous dit en fait l'épisode de 2011 se passe avant celui de 1970, bien sûr. Donc voilà, il y a une espèce de mise à plat, de fusion, de mélange de toutes ces périodes qui apparaissent comme appartenant à un même tout. Ce qui va avec ça, c'est la relégation des créateurs. Finalement, les créateurs sont très peu présents dans le péritexte de toutes ces rééditions. On les mentionne soit pas du tout, soit on n'en mentionne qu'un, le principal, qui était en fait le rédacteur en chef et le big boss de chez Marvel à cette période-là. Là, on le voit, sur l'anthologie des années 70, il y a juste écrit Stan Lee. Alors qu'en fait, il y a d'autres scénaristes et plein de dessinateurs qui apparaissent dans ce volume-là. Ou alors, pour l'autre exemple, qui est de Moon Knight, là, de 2020 ou 2021, je ne sais plus maintenant, il n'y a même pas de nom d'auteur en couverture. Alors, à l'intérieur, les auteurs sont rappelés, mais pas en couverture. Ce n'est pas du tout l'enjeu.
Je pourrais revenir parce que parfois c'est un peu plus nuancé, mais n'empêche que les créateurs passent tout à fait au second plan. Et ça m'amène à mon dernier point, et j'aurai fini dans les quelques minutes qui viennent. Finalement, ça nous dit ce que cette patrimonialisation n'est pas, ce qu'elle ne produit pas. On le voit, ce n'est pas une patrimonialisation esthétique ou historique qui essaie d'établir une histoire esthétique ou une histoire éditoriale. Là, j'ai mis d'autres exemples, d'autres éditeurs qui ont essayé de le faire, justement. Je n'ai pas le temps de les présenter, mais c'est pour dire ça s'est fait, mais pas chez Marvel. Donc, il ne s'agit pas de mettre en avant pour Marvel les moments clés d'une histoire artistique ou éditoriale. Ce n'est pas l'histoire d'un genre, hein, ce n'est pas l'histoire des super-héros Marvel, mais c'est l'histoire qu'on raconte avec les super-héros Marvel. C'est ça qui est mis en avant. Et donc là, ce qui est bien produit à travers ce processus de réédition, cette forme de patrimonialisation, c'est un patrimoine narratif, mais qui se fait, donc on identifie les bornes d'un récit collectif, et ça se fait à partir du présent, un présent qui est à la fois narratif, c'est l'état de la diégèse, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'univers Marvel, et un présent éditorial ou industriel, quel est l'état du marché et des stratégies de Marvel à ce moment-là. Et le regard rétrospectif de la patrimonialisation est orienté par ce présent narratif et industriel. Et en guise d'ouverture et de conclusion, on voit bien que la patrimonialisation, là, il faut la comprendre au regard du cadre dans lequel elle s'inscrit, dans lequel s'inscrit cette production de bande dessinée de super-héros. L'accent est mis sur le récit parce que ça relève d'un intérêt bien compris. Cette prime au récit, le récit compris juste comme un ensemble d'intrigues et de péripéties, ça permet de mettre en cohérence une production très éclatée finalement, éclatée dans ses formes, éclatée dans ses registres. Tout ça, ça disparaît derrière une grande histoire qui permet aussi du coup de mettre en avant le collectif, la marque Marvel, au détriment de ses incarnations singulières et surtout au détriment de ses auteurs. Et c'est ce qui permet aussi les transpositions d'un média à un autre. Marvel, quand Marvel adapte fait des adaptations, c'est des adaptations d'histoire beaucoup plus que d'images, même s'il y a des marqueurs visuels qui restent évidemment. Et donc tout ça nous montre comment on a une patrimonialisation qui est inséparable du contexte industriel dans lequel elle s'opère, et c'est ce qui l'amène à mettre en son centre la continuité, c'est-à-dire ce récit intertextuel que j'ai présenté. Et je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Mathieu. C'était passionnant, très clair, très bien organisé, très précis. J'ai des foules de questions, probablement des questions de béotien qui ne connaît pas le secteur, mais je me dis que comme il y a d'autres spécialistes de la bande dessinée, pas seulement d'ailleurs, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient ouvrir le bal des questions. Donc je vous invite à soit prendre la parole, soit lever virtuellement la main, comme ça je sais comment distribuer la parole. Donc, pour l'instant, si personne ne se lance, je vais aller consulter mes notes. Oui, j'ai peut-être une... Ah, Benoît, vas-y. Après toi, Benoît. Oui, oui, ça va, ça marche bien. J'avais une petite question pour Jean-Mathieu. Enfin, tout d'abord, oui, merci beaucoup pour ton intervention très claire et fascinante. Comme d'habitude, j'avais juste une petite question au niveau des publics, en fait, des différentes rééditions. Surtout, ça m'a fait tilter avec l'expression Amaze your friend. Enfin, cette idée que d'en savoir plus, ça permettra de créer aussi, renforcer ce collectif de lecteurs. Je pense que c'est sans doute une réédition plutôt des années 80, Ouais, c'est 80, ouais. quand Marvel essaye de vraiment structurer une fanbase qui est plutôt une fanbase adolescente. Je me disais si dans les différentes pratiques de réédition, tu vois différents publics identifiés, clairement identifiés ou pas vraiment? Ouais, si alors ça c'est un point que j'avais creusé mais que je n'ai pas eu le temps de mettre en avant. Je n'ai pas forcément d'éléments empiriques sur les stratégies internes de Marvel, mais si on fait l'analyse des publications, on repère ça. Il y a des indicateurs autour des gammes de prix. Hein. Les grosses anthologies des années 70, finalement, c'est très cher et ça s'adresse sans doute à des anciens lecteurs ou à des cadeaux faits par les parents aux enfants. On peut imaginer ça comme ça. Donc, il y a un public soit passé, soit indirect, sauf si ça passe par la bibliothèque.
Et je me souviens avoir présenté quelque chose d'équivalent dans un séminaire au Canada, où certains me disaient « Ah ben oui, mais moi j'ai lu ça en tant que fan de comics en bibliothèque. » Et c'est ce qui m'a permis de découvrir les choses. Donc, il y a le prix qui nous permet de voir ça, mais aussi les réseaux de distribution. Les True Believers, on ne peut pas les acheter en dehors des comic shops. C'est-à-dire un public qui connaît déjà. Et ce n'est pas pour rien que ça s'appelle True Believers. True Believers, c'est l'expression que Marvel utilise pour désigner sa communauté de fans, ou la communauté de fans que Marvel aimerait constituer. C'est le terme employé à partir des années 60. Donc, il y a des publications qui touchent un public indirect pour être offertes à des lecteurs passés ou des futurs lecteurs, des publications qui s'adressent à des fans, et des publications qui s'adressent aussi à des lecteurs potentiels ou superficiels liés aux déclinaisons médiatiques. Celui que j'ai montré avec la sorcière rouge et Vision, là, le robot dont j'ai montré un extrait interne, on voit comment là-dedans, on a un rapport beaucoup plus souple à la continuité. C'est lié à la continuité, mais de manière un peu plus souple, parce qu'on réédite des épisodes qui sont hors continuité sans le dire, en même temps on les inscrit dans la continuité. Et là, finalement, c'est, vous voulez voir à quoi ça ressemble un comics Marvel et avoir un élément un peu clé sur tel personnage, voilà ce que ça donne. Donc effectivement, tout n'est pas complètement équivalent. Mais ce qui traverse toutes ces publications, quel que soit leur public visé, c'est cette référence à la continuité, avec plus ou moins de souplesse, plus ou moins de rigidité, plus ou moins de précision selon les publics. Donc, parfois, on s'adresse à un lecteur qui connaît, mais à qui on rappelle les grands points. On s'adresse à des fans qui connaissent tout, et du coup, on leur donne vraiment tel petit épisode pointu sur tel personnage, ou à des gens qui vont simplement découvrir pour la première fois cette continuité. Et là, on est plus approximatif dans les choses. Donc, il y a plusieurs critères comme ça. C'est le niveau de détail dans le rapport à la continuité, le niveau de prix, les réseaux de diffusion. Ça permet de voir qu'effectivement, tout ça, ce n'est pas toujours les mêmes publics. Hein. Mais je les rassemble pour montrer cette continuité de la référence à cette référence continue à la continuité, même si tout n'est pas équivalent. Je ne sais pas si je réponds là en disant ça, mais... Si, j'ai juste pour rebondir dessus, en fait, une autre question qui vient là-dessus, c'est rigolo que tu dises les True Believers, donc la communauté de fans que Marvel imagine. Et du coup, je me demandais un peu quelle est la réception vis-à-vis d'une communauté de fans qui n'est peut-être pas complètement loyale, on va dire, à l'éditeur. Donc, un peu à la fois la réception de ce genre de réédition parmi une communauté de fans plus largement définie et la manière dont d'autres pratiques de réédition vont justement miser sur ces autres fans ou sur une autre communauté de fans qui se rapporte différemment à Marvel. Alors du coup, des rééditions faites par Marvel ou faites par d'autres, tu penses Aussi par d'autres, oui. Je me demande à quel point ça se distribue. En fait, je pense que Marvel aussi doit sans doute, en fait, comme tu l'as montré, n'est pas intéressé par certains types de rééditions et du coup est assez aussi laxiste en accordant les droits pour ce genre de reproduction, quoi. Ouais, je ne sais pas s'ils sont si laxistes que ça, justement, pendant longtemps. Finalement, il n'y a pas forcément tant de rééditions en dehors. Il y a eu des rééditions très ponctuelles, sous forme comme ça, du best-of un peu complètement détaché qu'on achète en faisant ses courses au supermarché. Dans les années 70, il y avait un éditeur qui s'appelait Whitman qui faisait ça un peu, c'était une espèce de bouquin de supermarché. Et là, finalement, c'est une façon d'occuper les enfants pendant les courses, quoi, ou pendant un voyage, ou j'en sais rien. Là, Marvel laissait la licence à des extérieurs, mais ils ne l'ont pas tellement fait, en fait. Hein. Actuellement, il y a ça avec Taschen qui fait des rééditions, mais haut de gamme et qui vise un public plutôt axé histoire de l'art, ce qui correspond à la gamme de Taschen en partie, hein, un grand public, hein, mais avec des rééditions un peu luxueuses qui disent voilà, à quoi ça ressemblait dans des gros bouquins à 150 €. Mais en dehors de ça, les comics Marvel, on ne les trouve pas tellement en dehors de chez Marvel. Enfin, j'ai pas l'impression. Hein. Et les quelques anthologies qui ont essayé d'être transversales sur un genre, sur les super-héros, souvent, elles se retrouvaient un peu bloquées par... finalement, on fait l'histoire des super-héros, mais sans mettre Marvel ni DC dedans. Quoi. Chez Fantagraphics, c'est leur problème. Ça arrive à quelques reprises. Le Smithsonian Institution, dans les années 70-80, ils essaient de faire ça, mais ils n'ont pas de Marvel dedans. Donc, ils ne sont pas si laxistes que ça. Hein. Donc, ça restreint et finalement, ça limite les effets à l'égard d'un public qui ne serait pas un public fidèle ou intéressé a priori. Marcella lève sa main. Marcella, c'est à toi.
Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Je trouvais ça intéressant aussi d'en apprendre plus sur cette patrimonialisation qui efface en quelque sorte les auteurs. Et donc, je me demandais, par rapport à ce que vous disiez que cette patrimonialisation n'était pas, est-ce que dans le cas, par exemple, d'une patrimonialisation esthétique par d'autres éditeurs, est-ce qu'on met plus l'accent sur les auteurs ou comment ça se passe, en fait, cette patrimonialisation esthétique? Oui, alors, il y a un travail que j'ai fait récemment, que j'ai pas cité, sur les anthologies, et qui va paraître dans Culture et Musée, normalement au mois de juin, et qui du coup prolonge le numéro de Culture et Musée sur la patrimonisation de la littérature, mais où je montre comment ce rapport aux auteurs est intégré seulement progressivement dans la patrimonisation du comics aux États-Unis. On a vraiment une bascule seulement à partir des 80, où ça commence à être pris en compte, cette question des auteurs, parce qu'auparavant, c'est vraiment des catégories, soit éditoriales, soit de fans, qui mettent l'accent sur les personnages. Pas seulement super-héros, hein, principalement, mais pas seulement. Ça peut être Donald, plutôt que ses dessinateurs. C'est Spider-Man, plutôt que Steve Ditko, etc. Avant les années 80, ça, c'est pas très présent. Alors que de nos jours, il y a plusieurs régimes de réédition qui se superposent dans la production et la réédition aux États-Unis. Et parfois, on a certaines séries qui sont rééditées à la fois sous l'étiquette série et sous l'étiquette de l'auteur. Il y a un éditeur classique d'horreur et de science-fiction des années 50 qui s'appelle les EC Comics, qui est réédité par plusieurs éditeurs. Il y en a un qui le réédite par série. Vous aimez cette série d'horreur, Tales from the Crypt, voilà tous les numéros de la série. Donc là, c'est assez proche de ce qu'a chez Marvel, puisque les auteurs sont mélangés dans une masse d'épisodes. Ou inversement, on réédite juste les épisodes de tel ou tel auteur. Vous aimez ce dessinateur des EC Comics, voilà toutes ces histoires publiées par EC Comics. Et ça, c'est deux éditeurs différents qui ont récupéré le catalogue et qui le font. Donc, ce rapport aux auteurs, il va se jouer différemment dans le temps et selon les éditeurs. Chez Marvel, quand même, la logique dominante, c'est la mise en retrait des auteurs. Hein. Parce que ce n'est pas eux qui sont propriétaires des personnages, c'est l'éditeur. L'éditeur n'a pas intérêt à mettre en avant les auteurs, sauf cas particulier et grandes vedettes. Surtout quand il y a des déclinaisons médiatiques qui apparaissent. Il ne s'agit pas de payer des droits, trop de droits aux auteurs. C'est ce qui se retrouve dans les films actuels chez Marvel. Hein. À la fin, on a un petit remerciement. On a des listes comme ça de tous ceux qui ont contribué aux histoires qui ont inspiré le film, mais ce n'est pas présenté comme étant l'adaptation de l'histoire de machin. Machin, il est dans le générique de fin si on a bien voulu attendre. Alors, généralement, on attend parce qu'il y a encore un petit extrait du film à la fin. Mais, voilà. Donc, il y a ce rapport très particulier aux auteurs. En même temps, même chez Marvel, il y a eu des anthologies qui ont à un moment été faites, ou des rééditions qui ont été faites autour d'auteurs. Ils avaient une gamme qui s'appelait Visionaries, les visionnaires. Ils disaient, voilà, les épisodes de tel scénariste ou tel dessinateur. Ça, je ne dis pas que c'est complètement absent, mais c'est secondaire, très secondaire. Je ne vois pas d'autres mains se lever a priori, donc je vais me donner la parole pour une question qui est encore trait à la réception. Je ne sais pas très bien comment formuler ça, mais dans quelle mesure ces ouvrages qui sont, je dirais, mais peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que tu vas me détromper, et puis je ne connais pas du tout le secteur des fans, et je ne sais pas si tu as été en mesure d'avoir des données à ce sujet, mais est-ce que par rapport au cœur du grand récit qui est constitué par toutes ces séries, est-ce que comparativement à ça, ces anthologies n'ont pas une valeur quelque peu secondaire aux yeux au moins d'une partie de certains fans pour qui les séries restent vraiment le cœur de l'attrait qu'ils éprouvent pour ces univers-là. Et donc je me dis, autant il doit y avoir au moins deux types de réactions. C'est moi, je ne touche pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la forme pure, en quelque sorte, originale. Et d'autres qui sont plus, je dirais, staccanovistes et puristes et qui veulent tout avoir sous toutes les formes possibles. Alors, je n'ai pas d'éléments empiriques là-dessus, hein, mais enfin, à part une familiarité avec une partie du public et une partie des lieux de vente, mais ou des commentaires au moment des parutions, mais
il y a les deux cas de figure. Alors, ce qu'il faut voir, c'est comment le contexte a quand même pas mal changé aussi. C'est que lorsque les premières anthologies sortent, il n'y a pas de réédition quasiment chez Marvel. À part quelques séries qui sont rééditées à l'identique sous forme de comics, il n'y a pas de réédition. Ça veut dire qu'un fan qui veut avoir ces histoires-là, soit il trouve les vieux numéros sur le marché d'occasion, ce qui est faisable, hein, mais ce qui au bout d'un moment coûte cher, soit il se tourne vers ces anthologies. Donc même les fans tournés de manière comme ça, avec une forte implication dans l'univers et sa sérialisation, sont obligés, d'une manière ou d'une autre, de se tourner vers ces volumes-là. De nos jours, depuis les années 80, les éditeurs comme Marvel et ses concurrents font des rééditions systématiques. Ça veut dire que là, si on a envie de lire un épisode, il suffit d'aller chercher l'album qui le réédite. Et on a toute la série, sous forme de petits magazines souples ou de gros volumes plus épais, mais on peut avoir toute la série. Et là, les anthologies ont perdu de leur sens, et d'ailleurs ont été produites de manière beaucoup plus ponctuelle par les éditeurs. Donc, selon les époques, le rapport à l'anthologie n'est pas le même, à mon avis. Je pense que les fans de l'univers et de sa sérialisation peuvent s'y retrouver dans les années 70, alors que finalement, à partir des années 80 ou 90, c'est plus leur préoccupation. Et on n'a pas besoin de se tourner vers une anthologie pour avoir cet épisode-là. Et de nos jours encore moins, puisqu'il suffit d'aller sur la plateforme Marvel ou autre pour chercher les épisodes de la série qui nous intéressent. Donc l'anthologie, moi j'utilise comme un révélateur de cette logique narrative là, de patrimonialisation, sans me faire d'illusions sur sa centralité dans les pratiques de lecture. Ça a sans doute joué un rôle important au moment des années 70, mais depuis, c'est un peu dévalué en fait, cette forme-là, parce qu'elle perd de son utilité. Je ne sais pas si ça répond, mais... Oui, ça répond tout à fait à la question que je me posais. J'aurais peut-être un souhait, c'est que si c'est possible, de développer un peu plus. Attends, je reprends mes notes. Le fait, ce que tu as dit au début, avant de véritablement aborder tes 3 points, donc vraiment dans ton introduction, sur le fait que les premières rééditions, en tout cas, c'est ce que j'ai noté, avaient valeur de ballon d'essai pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies éditoriales, notamment pour leur permettre de se tourner vers les librairies généralistes et vers les bibliothèques. Dans quelle mesure c'est la mise à disposition, je pense surtout aux bibliothèques évidemment pour ce plan-là, la mise à disposition de volumes dans des lieux où ils ne seront a priori vendus qu'une seule fois. Une bibliothèque, tu as un exemplaire et plein de gens peuvent venir le consulter. Dans quelle mesure est-ce que commercialement ça peut être intéressant? La réponse est sans doute évidente, mais donc n'aie pas peur de la formuler de façon évidente. Voilà. Non. Alors, il y a quelque chose qui m'échappe un peu. Oui, tu as raison. Sur la logique commerciale vers les bibliothèques, à mon avis, c'est quand même un marché potentiel d'acheteurs, quand même si c'est qu'un volume par bibliothèque. Hein. Il peut y avoir plusieurs volumes par bibliothèque, mais je ne pense pas que sur la bibliothèque, j'ai dit bibliothèque, mais l'enjeu central, c'est les librairies. En fait, hein. Parce que les comics et la production Marvel, elle est d'abord tournée dans un premier temps exclusivement vers les kiosques. Elle est vendue en kiosque. Hein, donc des lieux spécialisés en quelque sorte. Non, en kiosque généraliste. Hein. Jusqu'aux années 70, c'est essentiellement dans les kiosques. Okay. Et à partir des années 70, on a un réseau de librairies spécialisées qui va se développer aux États-Unis, où là, on peut aller acheter à côté du kiosque ces épisodes. Et on trouvera aussi les volumes un peu plus luxueux, les hors-séries, etc., à côté. Et en plus, il va y avoir progressivement une entrée dans les librairies généralistes. De toute façon, la bande dessinée est assez peu présente aux États-Unis jusqu'à quasiment les années 90. Donc, l'enjeu pour Marvel, c'est de chercher comment intégrer ces autres réseaux de distribution. C'est de rechoper le caractère généraliste des points de vente qu'ils ont perdu en quelque sorte. Enfin, ou qu'ils n'ont jamais eu, en fait. Que la bande dessinée n'a jamais eu aux États-Unis. En fait. Oui, d'accord, ok, parce que c'était les kiosques. Oui, ok, d'accord, je comprends. Voilà, et en fait, quand je dis que c'est un ballon d'essai éditorial, c'est à rapprocher d'autres tentatives de la même époque, c'est autour des graphic novels, en fait. Ce que les Américains vont appeler vraiment les graphic novels dans ce cadre-là, c'est des ouvrages qui sont destinés non pas à une sérialisation et une vente en kiosque, mais à une vente comme ça, one shot, hein, œuvre par œuvre, y compris dans les librairies, et même certaines avant tout dans les librairies. Et en fait, les anthologies, elles se font au même moment que ces tentatives des premiers graphic novels, mais à l'année près, hein, c'est pas, voire au mois près, ça se fait exactement en même temps. Et Marvel fait une de ses premières
ces premiers graphic novels, qui n'utilisent pas ce terme, mais qui correspondent tout à fait à cette stratégie-là, avec l'éditeur qui fait les anthologies. Regardez, on peut vendre de la réédition sous ce format-là, on tente le coup, on a ce ballon d'essai avec ce format-là, et en même temps, du coup, on va essayer de produire une histoire inédite, avec un personnage qui est connu par ailleurs, mais une histoire inédite pour ce nouveau marché, en se disant peut-être que, et c'est ce qu'ils vont faire seulement progressivement, mais que Marvel ne fera jamais de manière complètement poussée, en fait, même de nos jours. Hein. L'essentiel, le cœur, c'est quand même d'abord les périodiques, curieusement encore de nos jours. Ok. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais voilà, c'était intégrer ce réseau-là. Ça éclaire bien les choses et ça permet de voir aussi combien tout l'enjeu est commercial, ce qui est vraiment l'un des gros intérêts de ce que tu viens de montrer, c'est toute l'exploitation, la construction d'un patrimoine, mais vraiment configuré de façon à correspondre, et en fonction des évolutions aussi à évoluer, correspondre à des logiques commerciales vraiment très, très concrètes et pratico-pratiques. Bon, merci infiniment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui se posent. Je ne vois pas de petites mains jaunes